Alors bonjour à tous et merci d'être venus pour cette nouvelle rencontre d'auteurs, d'autrices en l'occurrence. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Couturier. Bonjour Harmonie, bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors c'est un véritable plaisir de vous accueillir étant donné que on se pose tous des questions, on a potentiellement peut-être tous des enfants, des petits-enfants, on ne sait jamais. Et c'est vrai que étant nouvelle maman, j'ai une petite fille de 9 mois, je me pose beaucoup de questions au quotidien. Et c'est vrai que, là vous avez bien vu, c'est le mois de la parentalité. Et je me suis dit, mais en fait, il faut des gens qui répondent à nos questions. Ce qui fait que je me suis intéressée aux émotions de ma fille. Et de là, je me suis dit, qui serait la personne la plus à même de nous parler de ça, de nous parler de ses émotions. Et je suis tombée sur mon enfant hérisson, d'où le hérisson ici présent. Et sur l'hypersensibilité. Et donc avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'explique donc du coup les raisons qui m'ont amené à vous contacter. Donc avant de comprendre un petit peu les enfants hypersensibles, ce qu'il en est des colères, des peurs, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et ce qui vous a amené finalement à publier cet ouvrage, Mon enfant hérisson? Alors, en fait, vous m'entendez? Vous avez invité une ancienne enfant qui se roulait par terre dans la rue, qui était débordée par ses émotions quand elle était petite. Et qui, en fait, en grandissant, j'ai toujours eu les émotions un peu au cœur de ma vie. Donc avant, c'était pour les subir complètement. Après, ça a été pour les utiliser dans mon travail. Et au fur et à mesure, en rencontrant des enfants, en accueillant des enfants au cabinet, parce que je suis psychomotricienne et sophrologue, je me suis rendu compte que, ayant en fait traversé un peu tout ça, je parvenais super bien à aider ces enfants. Aider les enfants qui étaient dépassés par leurs émotions, parce que je les comprenais. Voilà, moi aussi. Moi, j'ai été qualifiée de chiante, de petite fille qui semait la zizanie. Bon, ça, c'était mon père qui disait ça, parce qu'il savait. Je pense qu'il ne savait pas comment faire avec moi, en fait. Il était dépassé. Et c'était pas la même époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne regarde plus toujours ces enfants en se disant qu'ils sont capricieux. On essaie de comprendre un petit peu. À l'époque, c'était pas du tout le cas. Donc moi, on va dire qu'il y a déjà ce bagage-là. La rencontre donc avec tous mes petits patients en me disant mais je les comprends, c'est super, et surtout de voir leur retour et de voir que mes patients se sentaient compris. Et ça, juste le fait de se sentir compris par quelqu'un, ça faisait redescendre toutes les émotions déjà de moitié. Et c'est avec tout ce bagage et en accompagnant en fait les parents que je me suis rendu compte que je pouvais écrire et partager un petit peu comment accompagner justement cette sphère émotionnelle et comment apprendre à l'apaiser. Alors déjà, il y a un peu une vision négative, on rentrera plus dans le sujet après sur la notion par exemple de caprice. Mais finalement, c'est quoi le fait d'être hypersensible et comment, que ce soit enfant ou même adulte, on détermine qu'une personne est hypersensible? Alors, il faut savoir déjà qu'il y a à peu près, on va dire, un tiers de la population qui est classée un petit peu dans le spectre de l'hypersensibilité, puisque c'est un continuum au niveau de la sensibilité, tout simplement. Il y a le côté un peu plus hyposensible, il y a normosensible et hypersensible. Donc, c'est vraiment ce continuum. Et il y a à peu près un tiers de la population qui est hypersensible. Si on se dit vraiment dans l'hypersensibilité, parce que l'hypersensibilité, c'est avoir une sensibilité qui est au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire réagir sur le plan émotionnel de façon un peu, on va dire grossièrement, exagérée par rapport à la situation. Parce que le ressenti est très intense. Donc ça peut être une réaction qui va être tournée vers l'extérieur, une crise ou en tout une colère ou en tout cas des paroles ou un ressenti qui va être échangé ou un ressenti plus intérieur qui ne va pas être partagé mais qui va se transformer en somatisation. Et du coup, là, l'enfant hypersensible, vous avez une image d'un hérisson. Pourquoi ce hérisson ? Parce que, alors l'image du hérisson, elle m'est venue, c'est surtout une maman qui m'avait partagé cette image un jour en séance, qui m'avait dit moi c'est simple, mes émotions sont tellement fortes que je suis comme un hérisson.
soit je sors les pics et j'agresse, soit je me renferme complètement à l'intérieur de moi. Et je m'étais dit à ce moment-là, mais c'est ça, je suis un hérisson en fait. C'est exactement ça. Et puis c'était bien 5-6 ans avant d'écrire. Et puis progressivement, en fait, l'hypersensibilité, c'est mon éditrice qui était venue vers moi bien 2-3 ans avant que je l'écrive en me disant j'aimerais bien que tu écrives sur l'hypersensibilité, je pense que c'est un sujet qui te concerne et j'aimerais bien que tu puisses écrire dessus. Et je dis oui, puis je l'avais mis de côté en me disant j'ai des choses à faire, on verra ça plus tard. Et bizarrement, je repoussais un petit peu ce travail. Et puis quand je me suis mise à l'écrire, j'ai compris pourquoi je l'avais repoussé, parce que c'était pas pour parler de mes patients, c'était surtout pour parler de moi, pour parler de ce que j'avais vécu en étant enfant, et c'était pour parler de ce que je revivais avec un de mes fils. Et tout le parcours justement de compréhension pour mon fils Orphée, et en me disant voilà, c'était tellement personnel que j'ai pas pu m'y atteler tout de suite et qu'il a fallu que j'attende un petit peu de sortir un peu de la vague émotionnelle pour c'est-à-dire que ça s'apaise clairement avec mon deuxième pour pouvoir en parler. Alors c'est pas simple, c'est vrai que surtout quand c'est le premier, on est confronté à des situations, à des moments, puis même nous, en tant que parents, on a vécu des choses, et c'est vrai que moi par exemple, je revois certaines situations où je me souviens très bien dans un magasin d'avoir fait une crise parce que je voulais tel objet, c'était comme ça, c'était pas autrement, et en fait, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire c'est un caprice. Oui. Vous, par rapport à vos rencontres, par rapport à votre vision des choses, qu'en est-il de cette image de caprice et finalement d'une émotion tellement intense qu'elle sort de manière assez violente? Oui. Alors le caprice, j'ai toujours envie de dire le caprice n'existe pas. Alors si évidemment il existe d'une certaine façon, ça dépend ce qu'on appelle caprice. Si c'est juste de s'arrêter sur un objet, en tout cas sur un désir, et de ne pas en sortir et de vouloir justement rester bloqué pour accéder à ce désir, ça peut être, oui, relié à une forme de caprice. Mais en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une émotion intense que l'enfant ressent et il ne sait pas s'en sortir. Et la première personne qui est piégée, c'est l'enfant. C'est pas l'enfant qui cherche à piéger l'adulte. C'est l'enfant qui est piégé dans son ressenti émotionnel et il ne sait absolument pas en sortir. Alors très souvent, on va parler de caprice quand il s'agit du désir pour un objet. Mais ce désir pour un objet ou pour une situation particulière, en réalité, c'est la même émotion pour d'autres situations émotionnelles qui est comme ça bloquée où l'enfant ne parvient pas à s'en sortir. Sauf que dans d'autres situations, on va réussir à manager, on peut en tout cas à challenger l'enfant et réussir à en sortir, alors que pour l'objet, on va dire bah non, c'est pas le moment, et on va rester en bloqué, on va se dire ah mais c'est un caprice. Non, c'est pas tout à fait ça, c'est l'enfant qui est dépassé par son émotion, qui ne sait pas comment faire et qui va sortir en colère ou qui va rester enfermé en fait dans ce désir et qui ne va pas pouvoir en sortir. Mais il y a plein d'astuces pour en sortir. Oui, on verra notre petite boîte à outils, Monsieur Hérisson, on verra après ce qui se trouve dedans, mais il y a quelques petites solutions qu'on va vous faire partager. Mais avant de rentrer vraiment dans cette boîte à outils, il y a des choses aussi que je voudrais mettre en lumière, c'est par rapport à la représentation des émotions. Souvent, on a tendance à dire qu'une personne hypersensible, c'est une faiblesse. On a une vision quelque peu négative, ce qui n'est pas du tout prouvé, surtout à la fin de votre ouvrage, parce qu'on a plusieurs témoignages de personnes. J'en ai beaucoup qui m'ont touchée, dont un en particulier, celui de Joy, qui dit c'est une différence, mais il ne faut pas confondre cela avec de la tristesse, c'est même une vraie richesse sous certains aspects. Oui, tout à fait. Est-ce que je pense que vous confirmez bien évidemment que ce n'est pas une faiblesse. Ah, pour moi, c'est même... alors, au-delà de c'est une force, c'est un don. Pour moi, c'est un don. D'avoir une sensibilité au-delà de la moyenne, c'est un don, à mes yeux. Et surtout, alors, c'est pas du tout une faiblesse, mais c'est une forme de vulnérabilité. C'est ça. Parce que, en effet, on est assailli par beaucoup d'informations. Il faut apprendre à les gérer, il faut apprendre à manager avec la fatigue que ça implique, parce que quand on est très sensible, on est très fatigable. Ça, c'est une réalité. Et puis,
Et puis il faut apprendre justement puisqu'on peut vite avoir, par exemple, on est touché, on a une empathie qui est surdéveloppée. Cette empathie, au début, d'ailleurs, c'est pas qu'au début, même en tant qu'adulte, elle n'est pas toujours facile à apprivoiser. Et puis, surtout, elle n'est pas facile à déployer correctement dans les situations. On peut vite avoir une empathie, alors on appelle une empathie humide. C'est-à-dire que quand on est envahi justement par des émotions fortes vis-à-vis de l'autre, dans le sens de l'empathie, on peut très bien ressentir ses émotions et en fait réussir à aider l'autre sans se sentir trop impliqué dans l'émotion. Or, quand on est hypersensible, on a tendance à avoir une empathie qu'on appelle humide, c'est-à-dire qu'on est complètement absorbé, on voit bien et on reconnaît la tristesse chez l'autre et on la fait sienne. C'est le coup, cette tristesse, on la partage, on se met à pleurer aussi, alors que c'est pas nous qui vivons la situation, mais on la vit comme telle. Donc c'est là où vient aussi la vulnérabilité, c'est que ce monde émotionnel, il faut apprendre à le reconnaître comme on l'a, que ce soit juste en vécu ou en ressenti chez l'autre, mais réussir aussi à en faire une empathie plutôt sèche. Empathie sèche, ça ne veut pas dire dur, ça veut juste dire qu'on reconnaît l'émotion, mais on a la force justement de déployer tout ce que l'on a de fort en soi pour être dans l'aide, que ce soit l'aide vis-à-vis de soi-même et puis trouver les ressources justement pour sortir des situations, ou l'aide que l'on va déployer pour l'autre. Et quand on est hypersensible, mais même tout individu, on reçoit tous les jours des choses, on reçoit nos émotions. Après, on ne dit jamais qu'il faut contrôler ses émotions, on a une manière de les gérer. Mais, comment dire, vous avez mis en place ce qu'on appelle, vous avez expliqué ce qu'on appelle la maison des émotions, quelque chose qui serait en nous et qui accueille finalement ces émotions. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette maison ? Oui, alors cette maison des émotions, c'est une image que j'ai mise en place avec les enfants au cabinet pour essayer de les déculpabiliser vis-à-vis de tout ce qu'ils traversaient en fait au fur et à mesure de la journée, parce que j'avais pas mal de parents qui arrivaient et je trouvais ça tellement dur, parce que moi je me mettais à la place de ces enfants qui me disaient « Ah non mais il est peureux en fait, c'est un enfant peureux » ou il est colérique, c'est insupportable. Et c'était des étiquettes. Et moi, je me souvenais de ces étiquettes que mes parents me mettaient. Alors surtout mon père plus que ma mère. Mais parce que juste, il essayait lui-même de comprendre. C'était pas pour lui jeter la pierre. C'est juste que lui, il essayait de comprendre ce que je traversais. Et donc, il cherchait à mettre des étiquettes pour un peu se soulager. Puis, je pense, pour essayer de m'aider. Sauf que c'est très lourd d'entendre ça, parce que quand on se construit en entendant, donc comme mes petits patients, en entendant qu'ils sont peureux ou colériques ou faibles, j'ai déjà entendu ça, il est un petit peu faible dans la relation à l'autre, il se laisse faire, c'est horrible, parce que, et c'est faux. Donc la maison des émotions, c'était vraiment pour apprendre aux enfants à ne pas et aussi aux parents, à ne pas se confondre avec l'émotion, parce qu'au final, on est tous traversés par des colères, par des faiblesses, par des joies évidemment, mais par des peurs. Et le but, c'est de ne pas s'identifier à l'émotion. Et la maison des émotions, c'est pour aider à ne pas s'identifier. C'est-à-dire qu'on a une maison des émotions et on est traversé par des... Donc cette maison des émotions est traversée par des émotions au fur et à mesure de la journée, en fait, de ce qui nous arrive dans la journée. S'il y a une dispute autour de nous, pas forcément avec nous, voilà, il y a des peurs qui peuvent passer dans notre maison des émotions. Il peut y avoir comme ça, et puis après des joies, de la jalousie avec le frère ou la sœur, enfin des petites choses des émotions, pas des petites choses, mais des émotions qui traversent notre maison des émotions. Quand on apprend à nettoyer cette maison au fur et à mesure, voilà, les émotions, elles passent, et puis c'est tout. Sauf que quand on laisse un peu, quand on dit on balaye un peu sous le tapis et qu'on ne veut pas aborder les émotions, mais les émotions, en fait, elles s'installent dans la maison des émotions. Donc, on va dire qu'il y a des peurs qui vont se cacher dans la maison des émotions. Et puis, quand il y a une autre peur qui arrive, parfois un peu plus grosse ou parfois un peu plus anodine, elle vient réveiller les autres. Et elles font la fête. Et en fait, il y a des peurs qui vont faire la fête dans la maison des émotions et l'enfant ne se sent pas bien et il ne va pas savoir pourquoi. Et en fait, ce sont ces peurs qui s'expriment et c'est là où certains adultes vont dire « Ah, il est peureux ». Maintenant, en fait, il est traversé par des peurs qui sont assez intenses aujourd'hui et c'est une peur actuelle qui vient raviver des peurs un petit peu plus lointaines. Parfois des peurs même qui ont été posées par les parents. Les peurs des parents qui se sont installées. Donc, et c'est pareil pour les colères, c'est pareil.
En fait, pour les émotions désagréables, parce que quand ce sont des émotions agréables, il n'y a aucun problème, évidemment, ça nous va. C'est plutôt sympa, même pour le coup, de s'identifier à cet enfant est joyeux, c'est super, c'est génial. Mais moi, je veux vraiment que les parents apprennent à ne pas identifier leur enfant à des émotions qui sont parfois très très présentes dans le développement de son enfant. Hein. Il y a des enfants qui vont être traversés par des peurs pendant plusieurs années, ou de la timidité, et qui est une peur aussi. Mais ça peut être des émotions qui sont juste transitoires aussi. Mais plus on va séparer en fait ces émotions de l'enfant, il y a notre enfant et il y a les émotions qu'il traverse, plus l'enfant va pouvoir en sortir beaucoup plus vite, en fait, beaucoup plus facilement. Et se dire, ces peurs, c'est pas moi. Elle m'embête, ou ces colères, c'est pas moi, elle m'embête, mais je vais les mettre de côté. Et ces émotions telles que la colère ou la peur, on a tendance à les voir de manière négative, alors que la peur, finalement, c'est un appel à faire attention. La peur, c'est une protection. C'est ça. Oui. Mais du coup, souvent, quand on reçoit ces émotions, on ne sait pas trop quoi en faire, finalement. Nous, en tant qu'adultes, il y a des moments où on va avoir des pics de colère qui sont peut-être injustifiés pour la personne qui se trouve en face de nous, alors que nous, c'est le seul moyen qu'on a. Là, aujourd'hui, en tant qu'adulte, on peut tous faire un travail, mais pour nos petits loulous, est-ce que, avant de rentrer dans la boîte à outils, qu'est-ce que vous pourriez dire à un parent qui sait pas trop gérer, par exemple, des crises de colère, des peurs, certaines choses comme ça, qu'est-ce qu'il pourrait améliorer, ou peut-être pas forcément améliorer, mais faire pour aider au mieux son enfant pour accepter justement potentiellement ses émotions? Alors déjà, la première chose, c'est de se dire que c'est une chance, parce qu'un enfant, même si c'est fatigant et que c'est très dur en tant que parent d'avoir un enfant qui s'exprime un peu fort sur le plan émotionnel, et je suis vraiment bien placée pour le savoir, il faut se dire que c'est une chance, parce que c'est un enfant qui s'exprime et qui ose s'exprimer et partager son monde émotionnel, et ça, c'est vraiment une chance. C'est-à-dire qu'on a devant nous le miroir de il y a quelque chose qui ne va pas, il faut s'en occuper. Donc ça, c'est un appel, et en effet, il faut s'en occuper. Et la deuxième chose, c'est de montrer à son enfant qu'on l'a entendu. Donc, la première chose à dire, s'il y a une colère par exemple, c'est on va prendre la colère dans le supermarché. Voilà. Faisons simple. C'est déjà pas dire, on a tendance, parce qu'on a le regard des autres, donc c'est insupportable, on a honte, on a envie que ça s'arrête, voilà. On a tendance à très très mal réagir. Donc il faut absolument se recentrer, par exemple, pour cette colère, et se dire, j'entends que tu es en colère. Donc, ou tu es traversé par une colère. C'est vrai, et c'est de dire ce que l'on voit. Tu as envie de rester, ou on passe, moi je suis en train de remplir le caddie avec plein de choses. Alors c'est vrai que ce sont des choses, pour moi c'est normal parce que c'est pour tout le monde et c'est pour manger. Mais toi tu vois que je remplis le caddie et tu as très envie de prendre des paquets de bonbons ou des paquets de gâteaux ou un jouet, et je te dis non. Donc c'est vrai que tu ne dois pas comprendre pourquoi. C'est difficile, enfin c'est non pour toi, alors que moi je remplis et moi j'ai le droit. Donc déjà quand l'enfant entend, juste, on retrace, hein. On est juste en train de dire, on n'est pas en train de dire, bon allez d'accord, non, on est juste en train de lui dire qu'on comprend son émotion. Déjà on la nomme, il y a de la colère en toi, tu es en colère après moi parce que je suis en train de remplir le caddie, je fais quelque chose voilà, que tu trouves normal, et puis toi tu aimerais bien remplir le caddie aussi avec des choses qui te font plaisir, et je te dis non, et c'est pas le moment, et donc ça te met en colère. Je te comprends. Alors ça déjà, c'est la colère descendue, on va dire de 30%. Parce que l'enfant se sent entendu. On va faire en sorte qu'il se sent compris. Donc c'est vrai, on va prendre le paquet de gâteaux, le paquet de bonbons, le jouet, c'est vrai que ça donne très envie. Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tu avais envie de ce paquet-là? Donc l'enfant est un peu en train de s'énerver intérieurement parce qu'il sent bien qu'on essaie de trouver un truc pour lui dire non. Mais en même temps, on lui dit pas non, là on est en train de lui poser des questions. Donc il va dire non, parce que c'est au chocolat, ce sont mes préférés, ou alors c'est le jouet que j'ai vu et moi aussi je le veux, voilà. Et se dire mais c'est vrai, et là en fait on va lui accorder un peu de temps. Donc même si on n'a pas trop le temps, on va faire en sorte de lui accorder 2-3 minutes et on va se poser sur cette envie. Il a envie de quelque chose et donc on va, ah c'est vrai,
Moi, je préfère. Toi, t'aimes bien le chocolat. Moi, regarde, tu connais les cracottes à la framboise. Alors, moi, je mangeais ça quand j'étais petite, j'adore. Et on va parler de 3 trucs. On va parler de nous, de nos envies à nous. Ah oui, tout à l'heure, moi aussi, j'avais très envie de me prendre des yaourts, je sais pas quoi. Et puis, non, parce que je sais qu'il y a trop de sucre et que j'ai pas trop le droit de manger ça en ce moment. En fait, on va juste parler de ses envies. Cette envie qui crée une colère, on va la prendre, on va la regarder, on va la prendre en considération et on va la faire exister. On va la faire exister différemment. On ne va pas lui dire non. On va la regarder, on va l'écouter, on va lui parler. Et puis on va échanger un tout petit peu là-dessus. Je ne dis pas d'y passer un quart d'heure, loin de là. En fait, juste 2 minutes, c'est très long en tant que parent pour déployer tout ça. Mais au final, c'est court et c'est suffisant. Vraiment, mais 9 fois sur 10, c'est suffisant. La dernière, on va dire, sur 10 qui ne fonctionne pas, c'est quand il y a trop de fatigue et que l'enfant n'est plus en mesure d'écouter et qu'il est en boucle dans sa fatigue. Donc là, c'est vrai que c'est difficile. Mais sinon, les 9 fois sur 10, le fait de juste le regarder, l'écouter et puis faire ça, se dire, tu sais ce qu'on va faire, et lui donner, par contre, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver une solution ensemble. Tu sais ce qu'on va faire? On va alors soit noter, par exemple, petit carnet. Moi, j'aime bien avoir avec des enfants où il y a souvent des colères comme ça, de mettre en place le carnet des envies. Donc, il faut que l'enfant est souvent avec lui ou le parent, on va se balader avec le carnet des envies. Et c'est, alors on l'a vu, dans tel supermarché, c'est au rayon, c'est quel rayon? Alors l'enfant, il va regarder, c'est au rayon mèche. Tu te souviens, c'est entre ça et ça. Donc, voilà, et on note, alors c'est les petits lus, nanana. Combien ça coûte? Ok, on prend vraiment en considération, et bien c'est là. Donc on sait que la prochaine fois, quand on va chercher des gâteaux, et bien c'est ces petits lus qu'on vient chercher. Mais on le sait. Et donc, l'envie existe quelque part. Ça n'a pas été assouvi, c'est pas donc le caprice quelque part a été cassé parce que c'est pas, on n'est pas rentré là-dedans. Mais on a pris en considération cette envie, on l'a fait vivre et puis on l'a fait. Voilà, l'envie n'est pas tue. Cette histoire n'est pas morte, elle existe bien, ces petits lus existent dans le carnet des envies, ou alors il y a autre chose, il y a la photo. Avec le téléphone, on crée un dossier, on en montre bien les envies d'Orphée, par exemple, et on se balade, et donc on prend des photos, et cette photo, on lui montre bien qu'on la glisse dans son dossier des envies. Comme ça, on sait que quand on veut acheter des gâteaux, et ben c'est ça. Ou si c'est se jouer, c'est quand ça sera le moment de ton anniversaire ou pour X raison, quand c'est le moment d'acheter un cadeau, et ben on sait qu'on n'oubliera pas cette envie, elle est là. Et l'enfant se sent écouté, compris et respecté dans son désir. Et c'est ce qui fait que ça redescend tout de suite, en fait. Et donc là, on a déjà lancé, on a ouvert un peu la boîte à outils. Oui. Alors, du coup, moi, je vais regarder un peu ce qui se passe dans notre boîte à outils. Est-ce que vous voulez participer et sortir un peu ce qui se trouve dans cette boîte? Ouais. Ok. Allez, c'est parti. Je vous laisse piocher. Alors, tout ce qui est écrit dessus. C'est un loup. Il y a le loup. Voilà. À quoi fait référence le loup? Le loup au niveau des peurs? Au niveau des peurs, est-ce qu'il y a des solutions pour éviter d'avoir peur? D'avoir peur du loup, alors c'est la peur du soir. Alors il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses en fonction. J'ai l'impression que le micro ne fonctionne pas, mais j'ai peut-être pas besoin du micro en fait. Vous m'entendez, non? Vous entendez, sinon on met au milieu. Et puis... tout va dépendre un petit peu de l'âge de l'enfant. Mais en effet, la peur du loup, il y a plein de façons de faire. Et c'est à la fois un petit peu au niveau de l'âge, mais aussi au niveau du tempérament de notre enfant, qu'on va pouvoir mettre en place des choses. Au cabinet, ce que j'aime bien faire avec les peurs, parce que alors ça parle bien aux enfants, ils adorent, c'est donc déjà on dessine le loup. Et il y a une partie, on peut lui proposer de ridiculiser le loup. Parce que le loup, au final, c'est un copain comme un autre.
qui cherche à faire peur aux autres, mais qui est plutôt gentil. Donc il y a tous les livres d'ailleurs autour des loups qui sont hyper sympas autour de ça et qui démontrent ça, qui montrent que ce loup qui fait peur, en fait, c'est juste un copain comme un autre. Mais il faut aller chercher le copain en lui. Et donc soit on peut dessiner ce loup et le ridiculiser, et on peut mettre ce dessin à côté de son lit, comme ça on sait que si le loup il veut venir nous embêter, ben voilà nous comment on voit le loup, moi je suis plus fort que le loup. Après il y a aussi, j'aime beaucoup les peurs, on dessine avec les enfants. Donc je les fais parler, je les fais dessiner sur ses peurs et qu'est-ce qu'il vient faire, etc. Donc l'enfant, on remplit vraiment la feuille, on y met des couleurs, on y met plein de... on va parler des peurs, etc. Et on termine par, ok, cette peur maintenant c'est fini, on crée un acte magique. On va l'envoyer chez quelqu'un d'autre. Parce que c'est bon, elle est restée suffisamment chez toi, maintenant on va l'envoyer ailleurs, cette peur. Et donc on la met dans une enveloppe. Alors moi, la poste du 11e à côté de mon cabinet, ils ont dû se marrer, mais parce que régulièrement, en ce moment un petit peu moins, mais j'ai eu une période où je les accompagnais à la boîte postale, on sortait du cabinet ensemble, on se rhabillait, je disais aux parents, on revient, on allait au bout de la rue, on allait poster, en fait, les peurs, les colères, etc., et on les envoyait. Alors, il y a des enfants qui avaient envie de l'envoyer chez un copain qui n'aimait pas trop, donc on écrivait... chez, on va dire, Gaspard. Chez Gaspard, alors il habite où? Donc c'est un appartement, donc j'écrivais c'est un appartement au 6e étage derrière l'école. Et hop, et on mettait la peur et on l'envoyait chez Gaspard. Et c'était fini, c'était parti. Et on peut l'envoyer aussi à la grand-mère qu'on n'aime pas trop parce qu'elle est un peu méchante. Moi, je pars toujours en fait des idées des enfants et on envoie. Donc, envoyer la peur ailleurs, ça marche super bien. Tentez-le. Et puis, on se marre bien. Alors, quelqu'un veut piocher? Qu'est-ce que vous... il y en a deux. Ah oui. L'enveloppe détente. Ah, alors ça c'est... vous avez trouvé quelque chose pour mon... c'est super. Le plaid de Lucie. Voilà. Alors l'enveloppement détente, c'est ma méthode de relaxation. J'ai inventé une méthode de relaxation avec mes patients parce que je suis partie du principe que les enfants se sentent rassurés quand on les serre dans nos bras. Et j'avais remarqué que finalement, plus on les serre la plupart du temps, et plus ils se relâchent à l'intérieur. Et il y a des enfants qui ont des peurs ou des colères et qui vont être très très tendus et qui vont avoir un corps vraiment comme un corps carapace très tendu. Et donc c'est vraiment une somatisation de leur monde émotionnel. Et typiquement pour ces enfants-là, l'enveloppement de détente, ça fonctionne super bien parce que cette tension corporelle, elle est là pour se protéger de l'extérieur. Et elle est là aussi pour se protéger des vécus émotionnels qui sont très lourds, très forts. Donc ce que je fais, c'est que j'enveloppe moi les enfants au cabinet, des épaules jusqu'aux pieds, donc ils sont allongés sur un matelas, je les enveloppe des épaules jusqu'aux pieds. Je fais un pack serré, je serre assez fort. C'est une couverture polaire, donc c'est extensible. Et le fait d'être enveloppé comme ça fait vraiment un petit rouleau de printemps, ça leur permet de relâcher complètement, parce que la tension, ils la sentent sur leur corps, à l'extérieur de leur corps. Ça leur permet de relâcher complètement leur tonus musculaire et d'être vraiment, eux, dans un corps de détente. Puisque la tension existe, ce qu'il ne s'agit pas d'enlever les défenses, il s'agit juste de les déplacer un tout petit peu. Donc on crée finalement cette tension musculaire à l'extérieur avec la couverture et eux ils peuvent vraiment se relâcher. Et je vois des enfants qui s'endorment, des enfants qui sont dans une forme de béatitude et moi derrière j'ai tout un rituel, je masse le visage, je fais des percussions osseuses, je fais des pressions sur le corps, on fait des respirations ensemble, je masse le ventre et puis après je fais de la sophrologie. Donc je raconte une histoire qui est en lien avec le monde émotionnel que traverse l'enfant en ce moment et puis je sublime l'émotion, j'apporte des solutions de façon imagée. Qui veut piocher? Allez-y. Sac à colère, sac à peur. Sac à colère, sac à peur.
Alors, le sac à colère, donc on fait soit des boîtes à la maison, ou que ce soit colère ou peur. Moi, on fait même les boîtes. Boîte à peur, Ouais. boîte à émotion aussi. Donc, émotions désagréables et émotions agréables. Alors, je vais le dire avec les boîtes, mais ça se décline comme on veut. Et je l'avais fait à la maison pendant une période où on crée des boîtes. Idéalement, quand ils sont plus petits, on les crée ensemble. Comme ça leur permet d'investir vraiment en fait les boîtes. Et puis, il faut absolument que les adultes participent aussi pour que ça ait du poids. Et c'est de venir quand on a traversé des émotions désagréables dans la journée, ou sympa d'ailleurs, c'est de venir faire un dessin ou d'écrire un petit mot et de venir s'en débarrasser dans les boîtes. Et donc, moi, je faisais, quand je rentrais, que j'étais de mauvaise humeur parce que je m'étais le matin disputé avec mon mari et puis que j'avais ruminé toute la journée et que je rentrais de mauvaise humeur, et ben je faisais, je suis pas contente. Et donc, je prenais une feuille et j'écrivais, je suis pas contente, je le disais tout haut, parce que Julien ce matin, il m'a dit ça, et franchement, c'est pas vrai, et j'en faisais des caisses aussi, parce que j'aimais bien montrer, et ça les faisait marrer, et après ça, je le fermais, je le mettais dans la boîte, et puis je faisais vraiment en sorte après de montrer que ça allait mieux. Et puis en plus, comme je l'avais écrit et dit, généralement ça faisait aussi marrer mon mari, ça a cassé un petit peu, ça a brisé la glace, et ça permettait en fait plus facilement de revenir sur les émotions derrière. Et donc les enfants, quand nous on leur montre que nous-mêmes on est capable de faire ça, tout comme dire aujourd'hui j'ai eu un super rendez-vous, c'était génial. Et puis le petit garçon, il m'a dit que vraiment j'étais jolie, c'était chouette. Je l'écrivais, je le mettais. Les enfants après derrière prenaient l'habitude en rentrant de faire pareil. Le matin quand ils se réveillaient de mauvaise humeur, je pouvais même dire dans la cuisine quand c'était la plupart du temps refait, je disais peut-être que tu peux glisser une petite feuille dans une des boîtes. Et puis souvent ils m'envoyaient promener parce qu'évidemment ils ne veulent pas qu'on leur apporte des solutions dans ce genre de moment. Néanmoins, une fois sur deux ils le faisaient derrière. Ils s'en saisissaient quand même parce qu'il y avait comme un truc de ouais mais peut-être que si je le fais ça va vraiment partir. Donc, et ça c'était fait. Donc ça on peut le faire à la maison et c'est vraiment sympa. Mais après on peut le faire de façon plus imagée, c'est ce qu'on fait en sophrologie. C'est de se dire, donc c'est sympa de le faire le soir quand on va se coucher, si on est encore un peu contrarié, mais on peut le faire en réalité quand on a un moment à passer avec notre enfant, même en journée. C'est se dire, on s'installe, on se met en état de relaxation, on fait des petites respirations, on met un peu de musique, etc. Et puis on imagine, on détend toutes les parties du corps, et puis à la fin, on imagine un sac. Et dans ce sac, on va y mettre toutes les peurs, les peurs qui nous traversent en ce moment, ou les colères. Et on peut être en interaction avec son enfant qui a les yeux fermés si possible, mais les yeux ouverts ça fonctionne aussi. Et se dire, alors quelle peur tu vas mettre maintenant ? Je vais mettre ma peur des araignées. Ok. Et elle est grosse ou pas cette peur ? Et puis on en parle un tout petit peu. Allez, tu la mets dans le sac. Est-ce qu'il reste des peurs ? Est-ce que tu as regardé ? Regarde bien dans ta maison des émotions. Regarde derrière le rideau. Est-ce qu'il y en a une derrière le rideau ? Et puis, alors moi j'aime bien faire aussi, on regarde dans le pot de Nutella ou notre Chatella. Ou dans le pot de confiture, t'as regardé dans le frigo. J'aime bien mettre un petit truc rigolo, d'aller chercher dans des endroits insolites, dans la maison des émotions, pour aller chercher les peurs ou les colères et s'en débarrasser. Donc progressivement, l'enfant va... Ce qui est assez sympa dans ces moments-là, c'est que l'enfant va rentrer dans le jeu et va aussi chercher des trucs rigolos à dire, mais très souvent, il va glisser quelque chose d'important dedans. Donc parmi les petites peurs, il va parler de la peur qu'il a, par exemple, un copain qui le tyrannise un peu à l'école. Mais ça va être glissé comme ça, un peu facilement, pour parfois pas trop en parler. Néanmoins, ça donne plein d'informations en fait. On a accès au monde émotionnel de notre enfant et ça donne plein d'informations. C'est super intéressant. Donc pareil avec les colères. Et puis une fois qu'on se dit que le sac à colère ou le sac à peur est bien rempli aujourd'hui, on se dit mets-toi devant la fenêtre, ouvre la fenêtre, donc toujours par la pensée, ouvre la fenêtre et imagine un vent, une tornade qui arrive, un vent violent, une tornade. Tu es prêt, tu vas lancer ton sac. Tu es prêt ? Allez, 1, 2, tu lances. Et là, on dit, et là, la tornade emmène très, 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 très loin. Tu vois le sac partir dans le ciel et il devient de plus en plus petit et tu ne le vois plus. Et voilà, progressivement, ce sac n'existe plus.
il n'est plus là. Et alors je pense qu'on va mettre ça en place, nous aussi. Le bol des compliments, c'est pas mal, on est d'accord. Je pense qu'on peut tous faire ça dans notre bureau. C'est pas mal. Ça, c'est génial. Et même que ce soit pour enfants ou vous l'utilisez dans quel cadre? Alors, c'est pareil. Moi, j'en parle souvent au cabinet et je l'ai fait à une période tendue parce que j'ai maintenant 3 garçons et 2 belles filles. J'ai élevé, donc on est une famille recomposée, et donc ça a créé, donc déjà dans une famille tout court, avec des enfants, il n'y a pas besoin que ce soit recomposé, avec beaucoup d'émotions et on peut quand même être bien challengé sur le plan personnel et émotionnel pour élever ses enfants. Alors élever ses beaux enfants, souvent s'en rajoute une petite couche supplémentaire. Et on était partis parce qu'on était tout le temps avec mon mari en train de ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et vraiment, nous, on se déchargeait derrière. Le truc sympa, c'est qu'on se serrait les coudes, mais on se déchargeait à 2. Et un jour, je me dis, mais si au lieu d'enfoncer, on les enfonçait pas, mais nous, quelque part, on enfonçait un peu le clou quand on reparlait tout le temps de ce qui allait pas. J'ai dit, et si on essayait plutôt de mettre en avant ce qui va bien. Et j'étais restée marquée sur un truc tout simple, c'est que il y a juste quelques années, ma mère un jour a dit, mais de toute façon, comme ça entre deux, parce qu'il y avait un robinet qui coulait tout le temps, et j'ai dit, non, je sais, j'ai vu, mais j'ai besoin de dire c'est pas moi. Elle fait, non, je sais que c'est pas toi, tu as toujours très très bien fermé les robinets. Voilà, c'est un peu débile, enfin, je veux dire, ça n'a rien de... Voilà. Moi, ça a été un compliment pour moi. Mais j'ai été celle qui fermait bien les robinets. Et franchement, moi qui fais attention si possible à l'écologie, ça m'a touchée, mais en plein cœur. Bon, donc parfois, c'est des petites choses comme ça qui ne paraissent pas. Enfin, genre, jamais ma mère n'allait me faire un compliment sur, tu sais, tu fermes très bien les robinets. Non, tu fais attention à l'eau. Mais j'ai compris que ça, c'était pas grand-chose et elle l'avait vu. Et je me suis dit, mais si moi, ça me touche, bon, je suis très sensible, alors je suis vite touchée, mais quand même, si moi, ça me touche, je vais faire pareil avec mes enfants. Je le faisais systématiquement de façon très naturelle avec mes patients. Mais c'est vrai que ça, je ne l'avais pas fait à la maison. Et on s'est mis à faire le bol des compliments à la maison. Et donc, très vite, alors déjà, on pouvait le dire, on faisait des tours à table parfois. Le truc du tour de table, ça fonctionne très très bien. On raconte le soir autour ou le week-end comme on peut en fonction de nos agendas et des repas qu'on passe avec nos enfants. Mais une chose qu'on a bien aimée dans sa semaine ou dans sa journée, et puis une chose qui a été plus difficile, et le fait que les parents participent et racontent un petit peu, ouvrent leur monde émotionnel, ça encourage toujours nos propres enfants à s'ouvrir davantage et à en partager d'autant plus. Et on s'est mis à faire le tour en se disant on va faire un compliment à quelqu'un. Donc, et on a vu à quel point c'était pas évident aussi de faire des compliments en face. Et puis c'était facile avec certaines personnes, mais beaucoup plus difficile avec d'autres. Alors qu'on est comme on est et on se rendait compte que vraiment parfois on n'osait pas trop. Donc on s'est dit que les écrire c'était plus facile. Et donc dès qu'on pensait quelque chose de sympa sur nos enfants, parfois vraiment des choses toutes simples, comme toi tu refermes bien les placards, parce que ça c'est un sujet parfois, et où quand on te demande de vider le lave-vaisselle, tu ne dis jamais, enfin tu dis oui tout de suite, c'est très très agréable. On s'est mis à faire ces petits mots et à les glisser dans ce bol des émotions, enfin en tout cas le bol des compliments. Et c'était sympa parce qu'on le mettait comme ça. Les enfants sont mis à participer. Alors nous, c'était toujours des trucs un peu rigolos sur les parents. Et puis, mais en plus, on découvre en tant que parents. On se dit, tiens, c'est marrant qu'ils pensent à ça. Donc c'est assez rigolo. Et puis, soit on avait le droit de venir voir, s'il n'y avait pas des petits mots qui nous correspondaient de temps en temps. Mais je vois, par exemple, Orphée, lui, il regardait jamais. Il attendait qu'on regarde le bol ensemble. Et on se décidait sur une fois tous les 15 jours à peu près. On prenait le bol et puis on renversait tous les petits mots et on les lisait. On disait alors, à celui-ci il est pour, et puis on lisait. Et ça, c'était des moments mais tellement chouettes. On le fait plus en ce moment parce que très souvent en fait ces outils ils sont transitoires.
ça va nous aider à passer des caps et à solutionner en fait des petits moments. Et puis après, on se rend compte qu'on n'en a plus besoin. Et finalement, ça nous aide au quotidien. Ah bah, en tant que parents, sont vraiment des grands coups de pouce. Alors, même pour vos bibliothécaires, le bol des compliments, on est d'accord? On est d'accord, merci. Alors, je pose pas mal de questions, je fouille dans ma boîte à outils, mais est-ce que vous avez des questions? On a tout développé. Alors, si... Il y a des questions. Ah, si, elle Moi, j'en ai oui. une, pardon, je suis arrivée un petit peu après, j'ai peut-être raté le début, mais est-ce que c'est important, une question d'âge pour les enfants? Par exemple, ça s'applique aux tout petits, là vous parlez, le bol des compliments, c'est les adolescents plutôt, est-ce que ça s'applique à tout le monde? Alors, à partir du moment où l'enfant peut lire, parce que quand l'enfant ne peut pas lire, c'est un peu plus difficile de participer sous cette forme en tout cas. Évidemment, par contre, s'il y a un enfant qui ne sait pas lire dans la fratrie et les autres, oui, on le fait quand même, et puis on lit au petit frère ou à la petite sœur, et on le ou la glisse dedans. Mais oui, à partir du moment où les enfants savent lire, mais ça veut dire à partir de 6 ans à peu près, et là il n'y a pas d'âge, parce qu'on se rend compte que, enfin, ça a été même une aide dans le couple, hein, on ne va pas se mentir. En fait, on s'est parfois servi des outils pour les enfants, pour se faire passer des messages entre nous, parce que c'était autour de la parentalité, et c'était chouette, parce qu'en fait on ne fait pas ça dans un couple non plus. On n'aborde pas sa sphère émotionnelle de cette façon-là. Mais bon, on devrait, je pense qu'on ne le fait pas, s'il n'y avait pas d'enfants, on ne le ferait pas, ça serait un peu bizarre. Mais là, on a l'excuse des enfants, et ça aide tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. On va peut-être s'arrêter là. Alors moi, c'est vrai que j'avais beaucoup de petits objets, mais pour les découvrir, je vous invite à venir nous voir, et c'est surtout à regarder l'ensemble de ces ouvrages qui sont ici présentés, qui sont aussi en dédicace, donc n'hésitez pas. Nous avons aidé son enfant à s'apaiser sans cri ni punition. Nous avons l'enfant hérisson. Nous avons aidé son enfant à dompter ses peurs. Alors ces 3 livres sont top. Alors les 2 petits... je conseille fortement parce qu'on a des conseils, on évoque aussi tous ces petits outils-là. L'enfant hérisson, on rentre vraiment au cœur des émotions. Enfin, moi, de l'hypersensibilité. Voilà, et de l'hypersensibilité en particulier, ce qui n'est pas toujours simple. Et nous avons aussi 2 ouvrages jeunesse qui seront proposés à la dédicace. Donc mon premier livre des émotions. Et on l'a mis là-bas aussi. Je peux le faire. Oui. Voilà, qui est sur la confiance en soi. Et qui est très bien fait aussi, que j'ai fini tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup Stéphanie Couturier merci beaucoup pour l'invitation. Et puis merci à vous, et on se retrouve très bientôt. Et n'hésitez pas à venir nous voir ici si vous avez d'autres questions. Merci. Merci beaucoup.